Parfois, je me pose quelques questions sur ce que je fais, quel est mon rôle, quelle est ma fonction. Je joue au docteur comme lorsqu'on est petit. Est-ce que c'est une vocation? Je crois pas, je crois pas. Je crois qu'en fait, on n'explique pas une vocation, juste on la constate avec le temps, avec les années. Et on réalise que finalement, c'était ça qu'on voulait. « 68, c'est parfait. Pas d'incident particulier? Non, pas du tout. Bon. Pas du tout. Pas essoufflé, rien du tout? J'ai vu Guy. Ah, qu'est-ce qu'il t'a dit? Non, il m'a dit que ça allait. Ça allait très bien. Tu l'as vu quand? Je l'ai vu il y a une quinzaine. D'accord. Il t'a fait ton électro? Tu m'as tout fait. Tu m'as pas rapporté? Non, mais il m'a dit. Il m'a pas fait de mots. D'accord. Il m'a dit, tu dis à Raymond que c'est nickel. D'accord. Voilà. Okay. Donc il t'a Alors, fait bon, écho et électro. 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 D'accord. Donc il a maintenu le traitement actuel. Exactement. Et toi, ton but quand même, c'est de t'arrêter quand? Bah, et comme toi, tant que ça sent bien, on Moi, continue. je vais jusqu'à 90 ans. Alors. Donc, je te suis. Tu me suis, d'accord. Si on est encore là, je te suis. Hein. Allez, ça va. Non, mais ça va, c'est bon pour le moment. D'accord. Ça nous fait une occupation. D'accord. Si c'était le cas, De quoi? que je m'arrête? J'aurais du mal. Ce serait difficile pour moi. Ouais, ce serait difficile. On se connaît trop, on a trop de liens. Puis tu connais ma santé, ces grosses habitudes. C'est sûr. J'aurais du mal à aller chez quelqu'un d'autre. D'accord. Alors, parce qu'il faut tout reprendre à zéro ou est-ce que c'est uniquement parce qu'il y a cette relation? et non, après, il faut reprendre à zéro. Il faut tout leur dire aux gars. Oui, ils comprennent ou ils comprennent pas. Hein. Tu comprends? Nous, on marche à la confiance. Oui. Tu sais, vraiment. Oui. Alors, ben, s'il y a 35 ans que je suis chez toi, ou 40 même bientôt, hein, oui. C'est pas pour rien. Hein. Oui. Oui. C'est pas pour rien. Tu as vu ma femme, mes beaux-parents, oui. Tu as suivi ma mère. C'est vrai. Alors, vrai. Tu vois. Ta mère. Bon, alors, je te rassure, je ne pars pas. Ben voilà, c'est très bien. C'est très bien comme ça. Oui. Tu as regardé l'OM? Oui. Alors? J'ai regardé l'OM, c'est pénible. On est un peu volé. Oui. C'est quoi cette histoire? Il y avait un pénalty quand même. Oui. Je pense qu'il était volé. Il était flagrant. Même. Oui, c'est honteux. C'est le football, comme on dit. Oui. 2 arbitres de touche en plus, oui. Je pense. Parce que c'est vrai que quand tu es un arbitre d'un côté, pour voir l'action qui se passe de l'autre côté, c'est quand même difficile. Voilà Serge. Hop, ça c'est la nouvelle, ça c'est l'ancienne, ça c'est la carte vitale. Le moral est bon? Oui. Bon.
Ouais, j'étais avec la petite. Tu sais, le mercredi, je vais garder la petite à Philippe. Oui. Alors ce matin, j'étais avec elle. Quel âge a-t-elle? Elle a 2 ans et demi. Fait cet hiver, toutes ces bronchites répétitives m'ont sérieusement fatigué. Je passe toutes les années en dehors de tous mes autres problèmes. C'est la première fois que je suis fatigué comme ça. Voilà, que je suis à plat, peut-être. C'est le fait d'être un peu plus âgé. Tous les épisodes infectieux vont solliciter tes anticorps, vont solliciter tes défenses et ça te fatigue, ça. Oui, mais je sais pas. Je me demande si les antibiotiques étaient à la hauteur cette année. C'est certain. C'est un souci parce que je ne suis pas le seul. Oui. J'ai beaucoup d'amis qui ont entre 60 et 75 ans qui m'ont dit la même chose. Ils n'en sont pas restés, si tu veux, à une seule bronchite qu'on attrapait tous les hivers. Et puis, bon, ben, ça va, 10 jours après, tu es bien. Alors que cette année, ben, j'étais pratiquement tous les 15 jours couché, quoi. Quand on utilise des antibiotiques, je dirais communs, de plus en plus, on a des résistances qui font que les antibiotiques ordinaires ne marchent plus. Et il faut parfois taper un peu au-dessus, taper au-dessus. Moi, je l'ai passé pour le prochain épisode. Oui, je pense que si prochain épisode il y a, il faudra peut-être... j'espère, tu vois, en octobre, novembre. Bien sûr, mais il faudra peut-être taper un peu plus fort. Un peu plus fort. Oui, moi, tu le sais, moi, il me faut toujours des traitements de choses. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Ciao Camille. Toi au mois prochain. Entendu. Ciao. Ciao. Ciao, ciao. Rita, bonjour Rita, venez. J'arrive. Bah, vous me saluez comme ça, enfin, Non. on s'embrasse toujours. Mais je vous tiens la main quand Ah même. oui. Rita, quoi de neuf depuis la dernière visite? Rien Il y de avait neuf. eu ce saignement de nez Oui. diabolique Hein? qui vous a valu une Épistaxie. hospitalisation. Épistaxie, c'est le mot, c'est ça? Non, j'étais allée... Les pompiers étaient venus enfin, Oui, c'est ça. mais ils sont pas partis avec moi. Ils sont repartis, ça s'était arrêté. Ce saignement m'a duré des heures. Oui, ça a été très très Je long. me hein. demandais d'où sortait ce sang. Oui. Je disais, c'est pas de la tête, c'est pas des poumons, mais qu'est-ce que c'est? Oui. J'ai comme ça Oui, et oui. une seule narine. Et oui. Et après, ben, deux ou 3 jours après, je suis allée à Castellane, Oui. à une doctoresse. C'est moi qui vous ai envoyé chez Madame Turner, Voilà, qui m'a écrit. D'ailleurs, elle vous a fait une cautérisation. voilà. D'accord. Et depuis, Ah ben, puis ça va, ça ne s'est plus reproduit. ça va. Sinon, dans la journée, vous faites quoi? Ben, le matin, je sors, je vais donc au marché, tout ça, enfin, ou alors dans le quartier. Vous faites vos courses Je fais mes courses, je vais à marché des Capucins. et vous revenez avec vos paquets? Ben, je ne suis pas chargée, je suis seule. Oui. Enfin, c'est pas, Non, c'est pas la porte à côté. Hein. j'achète peut-être 2 kilos de fruits, 1 kilo de tomates. Voilà, je prends le pain dans le quartier. Et vous faites votre petite cuisine vous-même. Ah oui, j'y tiens encore. Ah, mais ça, c'est important. Regardez ce que je vais manger ce soir dans le frigo. Ça, c'est à lire précieusement. À lire précieusement. Je vais me rasseoir là-bas 2 minutes. D'accord. C'est bien. Voilà, ça ira. Ça ira. C'est bien. Le pouls est à 76, ça va. Ah, le fou, ça va. Oui, ça va. Les chevilles sont pas enflées. Eh bien, c'est-à-dire que, aïe, pardon. doucement, j'ai un truc. Ben, voilà, le problème, c'est que les anticoagulants que vous prenez, ça fragilise les vaisseaux et, Oui. et vous marquez suis pour pleine. un oui ou pour un non. Oui, j'ai plein de bleus. Sur même parfois juste un effleurement, Oui. ça suffit. Oh, je dis mince, mais alors. Oui, mais il vous le faut.
Ah, il le faut, c'est obligatoire. L'anticoagulant, il le faut pour votre cœur. Ah, Parce que vous avez une arythmie, et le cœur, quand il est irrégulier, il faut prendre un médicament pour empêcher qu'il y ait des caillots de sang qui se forment, et qui montent au cerveau, et qui dégradent un cerveau si bon. ah oui. Il est trop bon, votre cerveau, il faut le garder. Vous trouvez pas? Oui, oui, oui. Mais il y a des choses que je ne me rappelle pas, alors ça m'énerve. Si vous oubliez les choses désagréables, c'est le plus important. Ne gardez que les choses importantes. Ah, voilà. Hein? Et oui. Vous rendez compte que vous oubliez beaucoup? Vous vous en rendez compte? Eh oui. Et comment vous vous en rendez compte? Ben, au fur et à mesure de la vie. Je dis, tiens, ça, t'arrives à le faire maintenant. T'as du mal. Non, le plus important, c'est que vous savez où vous êtes, qui vous êtes, l'année Oui, où pour le on est. moment. Tout ça, ça va, quoi. Pour Hein. le moment, je connais encore la Voilà. date. Ben oui, ben oui. Ah, mais il y a des gens qui me disent que le président de la République, c'est Georges Pompidou. Ah bon, Oui, oui. ah bon. Encore, oui, oui. Je pense que les gens, des fois, n'ont pas la mesure de la profondeur de ce qu'ils disent, mais je pense que c'est tout le sens du mot. C'est que le mot, c'est le sens des choses. Et même les mots les plus spontanés, ils ont derrière des sens multiples. Et même des gens les plus simples, qui utilisent les mots les plus simples, ce sont les mots les plus signifiants. Et il n'y a pas de mots anodins, il n'y a que des mots justes. Et ce sont ces mots qui te guident, qui nous guident vers la vérité des choses et le diagnostic aussi. Le diagnostic. Donc l'écoute, quoi. L'écoute. Quoi de neuf depuis la dernière visite? Ça va, pas de problème. Pas d'essoufflement, Non, pas de soufflement ni rien. pas d'oppression. Non, Quand vous montez vos escaliers là pour arriver ici, là, c'est un peu raide, ça va? ça va. Ça va. J'ai pas de problème. Il n'y a qu'une chose que je regrette, c'est que les cachets ne sont plus les mêmes. C'est-à-dire? Ils m'ont changé le boîtier. Je ne sais pas ce que c'est, parce qu'avant c'était des pilules. Oui. Et maintenant ils sont petits. Mais c'est bien le même médicament? C'est le même médicament, mais j'ai rien Il y a compris. écrit attaquant dessus? Ouais, c'est écrit attaquant. D'accord. Mais j'ai rien compris pourquoi il m'avait changé ce procédé, parce que d'habitude, les cachets me faisaient mieux que ces petites pilules. Moi, personnellement, ça me fait un peu moins bien que ce que je prenais avant. Les pilules, pour moi, c'était mieux que les tout petits cachets qu'ils m'ont donnés. Bon, je vais appeler la pharmacie pour essayer d'éclaircir ce mystère. D'accord. On va voir pourquoi. D'accord. D'accord. Mais vous, quand vous dites que vous avez l'impression que ça vous fait moins Oui, bien, ça me fait l'impression pourquoi? que c'est Parce pas que ça. vous avez l'impression À que vous... l'intérieur, j'ai pas le même volume que je ressens d'habitude. D'accord. C'est mon organisme qui ressent comme ça. « 13,5-8. En tout cas, sur la tension, ça n'a rien changé. Hein. D'accord. Voilà, ça ira. Normalement, ils sont rose pâle. Les premiers que vous preniez, ils étaient roses ou rouges? Les premiers. Le premier, il était rose. Et maintenant, ils sont rouges. Il est rouge. D'accord. Je me pose des questions. Je voulais pour vous le savoir porter, j'ai vous ont- complètement oublié. Si vous ont vraiment donné le même, c'est pour ça que je suis un peu intrigué par ça. Oui, bonjour, le docteur Actuel. Je vous appelle pour juste une petite, comment dire, un petit contrôle. Voilà. Donc, vous lui avez bien délivré de l'attaquant 8. Mais vous lui avez donné en générique ou en vrai? Ah, en générique, c'est bien ça. D'accord. Et C'est les bien mêmes. ça, Michel. C'était un générique. Ils vous ont donné le générique. Et si vous me dites que vous êtes moins bien, je vais vous marquer non substituable.
et vous aurez le vrai ce coup-là. Ça va. Donc en fait, ils ont écrit attaquant à la main, Ouais, ouais. mais la molécule, c'est le générique qu'ils vous ont donné, pas le vrai. D'accord. On va mettre le vrai. Et chez vous, ça va? Ça va. Oui. Votre femme ne sort toujours pas? Elle fait son train-train et voilà. Hein. On ne peut pas faire différemment. Hein. Non, non, mais je sais, parce que quand j'étais venu chez vous, vous aviez eu des hémorragies nasales, tout ça, je l'avais vu. Et j'avais un peu discuté avec elle. Et elle a une répulsion pour sortir. Elle sort pas. Non, elle ne veut pas. Voilà. Même pas sortir dans la cour, ni rien. Même pas. Dans la maison. Elle reste à la maison. Elle marche, hein. Voilà, elle fait son train-train et voilà. C'est tout. Qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai beau essayer de la faire sortir, elle ne veut pas. Peut-être cet été avec sa fille, comme ils ont la voiture maintenant, peut-être qu'elle va pouvoir sortir, si elle a envie. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut faire? Pour moi, c'est un peu gênant parce que la retrouver toute seule dans la maison, des fois je sors, mais je ne sais pas ce qui va se passer. Parce que des fois, elle a toujours un peu tendance à vaciller. Ah oui. Au début de la thérapie, j'étais en vrac, tout simplement. Ne plus revenir, ne plus ressasser ces événements difficiles, subissant ma vie au lieu de la vivre. Et tu as eu l'occasion de retourner chez ton père depuis? Je suis revenu, j'avais l'asthme. Eh ben voilà. Ouais. Je suis revenu, j'avais l'asthme. Ça, c'est un vrai problème. Hein. J'ai des petites crises de larmes aussi, hein, de temps en temps, mais ça me fait pas de mal, quoi. Je veux dire, voilà, ça arrive d'un coup. Pas forcément quand je pense à maman, pas forcément quand je suis chez elle, mais quelquefois un son, un truc comme ça, hop, je sais pas pourquoi je me mets à pleurer. Oula, t'es souple. Est-ce que ça fait mal? Nulle part? D'accord. L'écoute, c'est tellement important et je pense que c'est peut-être la chose qui va manquer le plus dans notre futur, qui est dominé maintenant par la technique, par les examens parallèles, les explorations diverses, les scanners, les IRM, les bilans, les choses sophistiquées, qui des fois précèdent même le discours. Alors que si on écoute les gens, ils vous le donnent le diagnostic à travers leurs paroles. Et vous n'avez pas besoin d'être très savant, forcément, pour comprendre. Simplement écouter, simplement écouter. Et écouter, pas entendre, écouter. C'est le sens de la vie. Écouter, partager. Fraterniser avec les gens, les aimer, et cet amour en retour qui vous donne aussi. Que dans l'eau que j'ai 20 ans, docteur. J'ai la jeunesse comme c'est l'ancienne jeunesse. Une ancienne jeunesse. Mais oui, mais je nage. Il n'y a que là que j'ai pas peur. J'ai peur de tout sauf de la mer. Vous allez là, à côté. À côté, derrière où il y a la digue. Et comment vous allez en ce moment? Je suis angoissée tout le temps. Angoissée et peureuse. Que moi j'avais peur de rien, c'est pas le mot, mais enfin. Oui. Mais parce que la solitude, ça me pèse beaucoup. Et mon orgueil maintenant, il va avoir le beau temps. Ma foi. Il y a du monde qui passe, hein, pourtant. Oh là là, il y a du monde. Il vous passe 500 personnes dans la matinée. Vous les avez comptés? Sans être marseillaise, docteur, je vous assure. Oui.
Je suis obligée de fermer la fenêtre, moi, parce que sinon, il me prend une crise de folie. Oui. Quand les gens ils me disent oh, vous êtes bien ici, vous êtes ici. Casser les pieds. Mais Vous avez pris vos habitudes ici. Vous êtes de rez-de-chaussée, vous n'avez pas de vrai voisinage dans je vais mourir, docteur, j'ai 84 ans. Non, Non. pas encore. Attendez. Ah, non. Mon cœur, il fait toc, 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 toc. Heureusement. C'est pour ça que vous êtes en vie. C'est parce qu'il fait toc-toc. Mais c'est vrai, mon cœur, il fait coup de temps en temps. Il s'emballe. Oui, je l'ai déjà écouté, il n'y a rien qui m'inquiète là-dedans. Hein. Non, non. Pourquoi? Non, c'est... Alors c'est la cervelle qui parle. Oui, je pense que c'est la cervelle. Vous voyez, non, Oui. j'ai encore ma tête. Non, mais la tête, vous l'avez, mais des fois, la tête vous fait dire des choses pas normales. À Serge, je lui dis, tu crois que j'ai pas la maladie d'Alzheimer? Alors il me dit, non, puisque vous me le demandez, c'est que vous l'avez pas. Oui. Eh oui. C'est vrai? Bien sûr. Oui, non, ça n'a rien à voir. Non, cette maladie-là, les gens, ils savent plus qui ils sont, ils savent plus le jour, l'heure, le nom du président de la République, le nom des enfants. Ah oui. Oui, je sais ça, je l'ai entendu dire déjà, même Oui. fait. Enfin. Non, vous avez rien de ça. Non. Vous ne bougez pas. 14,8. Vous aviez 13 l'autre jour. 14. Ça reste dans un chiffre normal. Donc, tout va bien. Ici, la relation que tu vas tisser avec les gens, c'est surtout une relation de don que tu vas faire de toi, de ton temps, parce que ça, c'est quelque chose d'important. Mais justement, on n'a pas beaucoup de temps non plus. On n'a pas beaucoup de temps par patient, on n'a pas... Je pense que le temps, il est élastique et il faut voir la densité qu'on met dedans. Oui. C'est-à-dire que mes rendez-vous, ils sont toutes les 15 minutes. Oui, mais c'est trop peu, je trouve. Oui, mais ça dépend ce que tu en fais de ces 15 minutes. Ouais. Si tu... C'est-à-dire qu'il y a des patients qui prennent 5 minutes. Oui. Et du coup, on n'a pas d'échange. Et puis, il y a des patients qui nécessiteraient 40 minutes et on n'a pas le temps de faire cet échange, en fait. Ça dépend des pathologies. C'est sûr que la personne qui vient te voir pour un Panari, ça ne va pas durer 1 heure, hein, c'est sûr. Mais quand on dérape sur des sujets qui peuvent être d'ordre psychosomatique ou autre, et que là, il y a matière à discussion, ça peut être l'occasion d'un échange un peu plus poussé vers leur histoire, vers leur biographie, vers leurs soucis, vers leur profession, vers le contexte dans lequel ils vivent, dans les relations familiales, dans les relations conjugales, que sais-je, conflictuelles ou autres. Et c'est vrai que moi, un des reproches que je peux faire à la nouvelle génération, ça ne s'adresse pas spécifiquement à toi, hein, moi je parle d'une manière générale, c'est justement cette espèce de renoncement qu'il y a à l'interrogatoire. C'est aussi ce manque de, pas de curiosité, mais on pousse pas très loin la relation intime des gens. Non, parce que ça, on ne nous l'apprend pas. Ouais. J'ai eu un début d'hémiplégie sur tout mon bras et l'épaule. Oui. Et vers 6h30 du matin. Et là, ma femme à 8h a appelé, comme ça ne passait pas, ma femme a appelé les pompiers qui sont venus immédiatement. Oui. Ça, c'est remarquable. Ils m'ont soigné là, et puis ils m'ont dit il faut vous emmener immédiatement à l'hôpital de la Timone, aux urgences. Il y avait tellement d'affluence qu'on m'a mis dans un couloir. Et j'ai attendu plusieurs heures avant qu'on me fasse un premier scanner. Et après, à midi, ils m'ont laissé dans un couloir jusqu'à 3h du matin, où on m'a mis dans une chambre à ce moment-là. Le personnel médical était très compétent, mais il était débordé. Voilà. Et après, j'ai attendu. Quand même, votre séjour s'est prolongé pendant longtemps, hein? Et oui, là,
Je suis resté 16 jours. Voilà. J'ai été bien traité, quoique la chambre, malheureusement, était très, très, très vétuste. Il n'y avait pas d'électricité dans les cabinets de toilette. J'ai demandé, ils m'ont dit qu'ils n'avaient pas, malheureusement pas les moyens de les refaire tout d'un coup pour l'épilepsie. Voilà. Et ils m'ont donné le rendez-vous le 2 juin. Oui. Le 2 juin, chez un neurologue. Voilà. Ils m'ont dit, on ne peut pas vous faire un IRM parce qu'on n'a plus de place. Il faut que vous soyez dans un hôpital privé, que ça sera plus rapide. Oui. Et grâce à vous, c'est le rendez-vous que je vous ai pris. j'ai pu avoir immédiatement un rendez-vous pour un IRM cet après-midi. Tout d'un coup, hier matin, à nouveau, j'ai eu la poitrine qui s'est mise à brûler. Oui. Et puis là, à nouveau, là, mais pas le bras de là devenait paralysé jusque-là. D'accord. Bon, bah écoutez, moi je vais vérifier tout ça, on va voir. Il faut absolument que vous soyez d'attaque pour pouvoir passer cette IRM, on en a vraiment besoin. Mais je vous avais fait un bon de transport. Hein. Non. Jamais. Hein. Ah oui. Non, mais là, il faut faire un bon de transport. Vous n'allez pas l'amener en voiture. Mais je vais vous commander l'ambulance, moi, je vais les appeler. C'est la même chose. C'est la même chose. Oui. Non, mais c'est sûr, vous allez être mieux, là. Je sens que ça revient. Ça va. Vous vous sentez un peu moins mal, quoi, disons. Mal. D'accord. D'accord. Oui, bonjour, le docteur Actuel. Voilà, je vous appelle pour vous demander si vous pouvez faire un transport. C'est un patient qui doit passer une IRM cet après-midi à 14h30 à Bouchard. Et est-ce que vous pouvez l'accompagner, s'il vous plaît? Les urgences à la Timone, c'est l'enfer. Oui, voilà. C'est, le personnel est débordé, tu vois. Moi qui étais infirmier dans l'armée française, hein, faut pas l'oublier, j'ai vu comment ça se passait, j'ai dit, mais c'est pas possible. Et heureusement, la jeune femme qui m'a reçu, elle me dit, voilà, qu'est-ce que vous avez? Alors elle a marqué ce que j'avais, j'ai dit, je suis un peu diabétique. Bon, elle me dit. Et puis elle part, elle me fait une perfusion, et je lève le nez. J'ai dit, qu'est-ce que vous avez mis là-dedans? Elle m'a dit, du glucose. Et voilà. Mais j'ai dit, je viens de vous dire que j'étais diabétique. Et la fille, elle devient verte, et elle me dit, oh, excusez-moi monsieur, je suis crevé, depuis ce matin, je ne fais que des conneries. Ça, c'était une bonne, parce que si je m'encaissais une poche de glucose, on ne ferait pas de la télévision en ce moment, tu vois. Voilà. Alors, mais c'est toujours comme... Et en plus, je te jure, je me fais soigner, je regarde tout, mais il faut être très vigilant en ce moment. Là où je suis à l'hôpital, un jour, je toussais. Bon, le docteur me dit, oh, je vous envoie un pneumologue. Il m'envoie un pneumologue, il me prescrit un scanner des nasales. J'ai dit, mais je mouche même pas. Je vous dis que j'ai une trachéite. Bon. Le lendemain, il me fait un scanner des poumons. Alors je commence à gamberger, j'ai dit, ça y est, j'ai une tuberculose, quelque chose. Je fume pas, j'ai pas de... Bon. Et il me convoque chez lui à la Rose, et tout ça, en taxi-ambulance, hein, tu vois. Et j'arrive là-bas chez lui, il me fait souffler dans un appareil, et à ce moment-là, il me dit, vous avez une trachéite. Tout ce qu'on a découvert, tout ce qui me soigne maintenant, c'est un généraliste qui l'a découvert. Hein, ça se fait pas comme ça. C'est pas vrai. Ça ne peut pas exister sans généraliste, la médecine.
Et toi, au niveau des urgences, comment ça se passe actuellement? Écoute, ça a bien changé, hein, moi, depuis mes débuts où je faisais quelques gardes sur les hôpitaux du coin. Oui. Oui, tu t'aperçois que ça a bien changé. Je trouve qu'il y a beaucoup plus de malades. Oui. Que les médecins, quand ils te racontent, puisque quelques années que je fais plus de garde là aux urgences. Oui. Mais j'ai encore beaucoup d'amis qui me disent que c'est du non-stop. Oui. Que c'est du non-stop. Oui. Tu les entends, ils te disent mais j'ai mangé, c'était 2 h du matin, le repas du midi. C'est ça. Ils n'arrivent pas à se poser. Et c'est vrai, il y a aussi cette notion d'impossibilité d'accès à des médecins parce que les médecins sont surchargés, parce que les médecins ne sont pas disponibles, parce que les cabinets médicaux ferment et ne valent plus rien. Toi aussi, tu as une expérience comme ça? Oui, tout à fait. Tu vois les gens qui te disent que leur médecin est parti à la retraite et qu'ils ont dévissé leur plaque. Enfin, ça n'existait pas avant, ça. Ça s'est jamais vu. Enfin, Je pense que c'est quand même le symptôme aussi d'une faillite de la médecine de ville, parce qu'on est quand même en ville, c'est-à-dire qu'on est à Marseille, une grande ville, et quand se pose ce genre de questions dans des villes comme où nous sommes, ça donne une idée de ce que ça doit être dans les campagnes, quoi. Mais même en ville, ce problème, il est prégnant. Ah oui. Ah oui, complètement. Je suis entièrement d'accord avec toi. Nous, je trouve que déjà, on a des problèmes ici, alors qu'on fait partie des départements les plus dotés en médecins. Oui. Mais alors, j'imagine même pas ce que doivent vivre certains départements oui. où ils ont déjà une pénurie de médecins qui est beaucoup plus marquée que la nôtre. Je ne sais pas comment font les gens. J'ai eu un patient qui était allé dans le nord de la France. Il me dit quelle chance on a de vous avoir. Quelle chance on a de pouvoir consulter un médecin ici dans les Bouches-du-Rhône sans trop de difficultés. Il me dit je suis parti dans le nord pendant 3 mois. Oui. J'ai eu un mal fou à consulter un médecin. Personne ne voulait me recevoir parce que les cabinets étaient surchargés. Les urgences, on m'a dit, mais de toute façon, ce n'est pas d'autre place. Ça te montre bien que les gens vont aux urgences parce qu'ils ne trouvent plus de médecins en ville. C'est ça. Comment tu le vis dans ta pratique quotidienne? Est-ce que tu es là pour leur dire, mais vous n'avez rien à faire ici, ou est-ce que tu les... J'essaye de leur dire. Oui. Entre guillemets, je pense qu'on a un petit rôle d'éducation là-dedans, oui. Et de leur dire, mais attendez, c'est pas la prise en charge optimale. Là. C'est bien perçu? C'est pas toujours bien perçu. C'est pas toujours bien perçu. Et puis, tu t'aperçois que si les gens y viennent, au final, c'est parce qu'à un moment, ils n'ont pas de solution, quoi. C'est parce qu'ils trouvent pas de solution. On peut pas toujours dire c'est la faute du patient. Le patient, je pense qu'il a autre chose à faire que passer 4 heures, 5 heures aux urgences. Il vient parce qu'à un moment, il est perdu. Oui. Dans le système. Donc il y a parfois aussi une notion de détresse psychologique qui les amène à consulter, même au prix d'une attente prolongée pour oui. des pathologies qui sont oui. parfois bénignes. Oui. Mais ils arrivent à surmonter cet obstacle de l'attente parce que c'est une réponse à leurs angoisses. Et ils trouveront un médecin qui leur dira « Non mais c'est bon, vous avez telle ou telle chose. » Donc c'est la parole, une fois de plus, qui est libératrice et thérapeutique. Oui, je pense. Ouais. Et qu'est-ce que tu penses alors de ce numerus clausus? Difficile. Je pense qu'il n'est pas suffisant. Moi, quand j'ai fait mes études, on m'a dit, vous verrez, en 2010, il va y avoir pénurie de médecins. Donc les gars le savaient déjà. Ils savaient qu'en 2010, il y aurait pénurie de médecins. Et alors, on n'a rien fait. Enfin, je trouve ça surprenant. Mais alors, là, maintenant, on dit qu'en 2020, ça va être pareil. Ah oui? Oui. Parce qu'il y a toute une génération de médecins qui vont s'arrêter, puisqu'ils sont dans des tranches d'âge qui font que c'est leur fin de carrière, et la relève n'est pas là. Sans parler du fait que beaucoup de médecins ne veulent plus faire de médecine générale. Ah oui, alors là... Voilà. Tu sais, j'ai des amis qui ont quitté les urgences parce qu'ils sentaient qu'ils arrivaient au bout. Ils sentaient qu'ils étaient au bout du... Le système leur convenait plus, quoi. Tu vois? Et ils sont partis. Des gens passionnés. Hein.
Quentin, alors où tu en es? Tu repasses, donc tu es ta 2e année maintenant, de première année, c'est ça? Ça s'appelle comment déjà? C'est la PACES, les premières années communes aux études de santé. Oui. Et je retape ma première année, donc c'est la 2e année que je refais cette première année. J'ai eu les résultats de mon premier quadrimestre. J'ai terminé 232e, donc sur environ 2800. Donc pour l'instant, je suis bien placé, mais il y a encore le second quadrimestre. Et à la suite de ça, on verra si j'ai réussi à avoir médecine ou pas. Et comment tu vois cette sélection, toi? Comment tu la perçois par rapport à la demande qui va être ce qu'elle va être, puisqu'il va y avoir quand même beaucoup de médecins qui vont s'arrêter parce que ce sont des générations qui finissent un peu leur carrière et que la relève n'est pas là et que ce problème avait déjà été soulevé il y a longtemps et que pour autant ça continue, ce numerus clausus. Comment tu le vois, toi? Moi, ce numerus clausus, il me paraît totalement ridicule et inapproprié au métier de médecin. C'est absurde, c'est le mot, absurde. Ça signifie rien, ce numérus. C'est juste pour faire de la sélection n'importe comment. C'est plus facile parce que les épreuves, c'est des QCM. Donc forcément, il n'y a pas besoin de correction, c'est tout fait par des machines. Il n'y a rien d'humain dans ce concours. C'est du bachotage et du bachotage à n'en plus finir. Et sur ce bachotage, comment tu le vois, toi? Tu as le sentiment que là aussi, c'est une absurdité parce qu'on sélectionne des mémoires, finalement. Ah oui, complètement. On nous sélectionne sur des choses qui n'ont strictement rien à voir avec la médecine. Jean-Paul? Il n'est pas toujours très conscient. Oui. Il émerge un peu et puis ça repart. Tu m'entends? Ah, tu souris. Ah. Il ouvre bien les yeux. Il a ouvert les yeux brutalement, c'est génial. Oh, ben ça me fait plaisir, ça. Moi, je vous avais dit donc que c'était la première fois que j'avais l'occasion de faire ce processus de soins palliatifs à domicile et qui est quelque chose pour moi de formidable dans la mesure où ça maintient la personne chez elle et qu'elle est au sein de sa famille et qu'il n'y a pas cette déchirure que représente l'hospitalisation avec ce côté anonyme. En fait, l'objectif, c'est d'éviter toute souffrance inutile, tout acte qui serait trop violent pour lui et de le faire vivre dans une atmosphère de douceur, de tendresse, de confort, dans les moindres détails. Par exemple, au niveau du bruit, inutile de mettre une télévision qu'on ne regarde pas, faire attention à la présence des enfants, être attentif à des détails que je n'aurais jamais imaginés. Donc ces soins palliatifs, ça va être, moi je pense, une aide pour moi, un soutien, parce qu'on m'a proposé un soutien psychologique dont j'ai besoin, parce que depuis 16 ans, c'est quand même dur. Et là, depuis 2 ans et demi qu'il est complètement couché, je crois que c'est dur de supporter la souffrance d'un être qu'on aime. Ça fait quand même longtemps qu'on vit ensemble. Voilà, on a des enfants et donc moi, ce qui compte, c'est ça. C'est son confort de vie. Ce qui nous a quand même amené à cette option, c'est aussi cette dégradation qu'il a eue ces derniers temps avec ses hospitalisations répétées, et notamment la dernière qui a été quand même assez difficile à vivre pour vous parce qu'il est quand même passé très près de la catastrophe. Oui. Et c'est vrai qu'il a survécu, mais là-dessus, on a quand même fait des découvertes médicales lourdes de conséquences.
Il y a 2 ans et demi, on a vu qu'il ne pourrait plus rester assis sur le fauteuil. Moi, pour moi, le fait que vous ayez mis ce protocole, lorsqu'on a commencé à le soulager avec de la morphine, on a essayé de vraiment le maintenir dans un lit, ce qui n'était pas facile, mais pour sa sécurité, en fait, pour pas qu'il tombe sans arrêt comme il le faisait. Là, c'était un accompagnement formidable. Je n'aurais jamais pu le garder au domicile sans ça. Certainement. Vous savez combien je vous en suis reconnaissante. Vous le savez. À la fin, il a dit donc, je voudrais qu'on me fiche la paix, mais... Oui. Et c'est souvent qu'il dit ça. Ah oui, c'est très souvent. Oui, il en a marre. Ah oui, il en a assez. Il est un petit peu au bout, là, un peu dans le... Même s'il a montré un courage absolument extraordinaire, enfin, moi, je trouve... Bon, il est très soutenu par sa foi, hein. On lui apporte souvent la communion. Moi, je lui lis des textes. Corinne qui s'occupe de lui le soir aussi. Cette dimension est importante dans sa vie, elle a toujours été. Mais je pense que c'est ce qui le tient de sa vie. Hein. Une vie spirituelle très intense, très active lorsqu'il était en bonne forme. Oui, oui. Il a beaucoup donné. Ça ne m'étonne pas. Je pense qu'il est accompagné par quelque chose de bien plus grand que nous. Hein. C'est sûr. Oui. Donc c'était pas spécialement pour dire que aujourd'hui ça suffit, mais c'était beaucoup plus large. Non. Oui. C'est souvent qu'il le dit. Oui, oui. C'est très souvent. Et il faut accepter de l'entendre. Hein. Mais il n'est pas dans la souffrance physique actuellement, et c'est ça qui est important. Voilà. Il ne se plaint de rien. Et je lui demande s'il a mal ou s'il souffre. Non. Et ça, je crois que c'est quand même important, oui. Cette espèce de disparition de la douleur. Il arrive quand même à trouver le sommeil, lui, il dort la nuit. Je me lève, par exemple, plusieurs fois, il a les yeux ouverts. Pour vérifier si tout va bien, il a les yeux ouverts. Mais il ne dit rien. Il dit rien? Non. Il demande rien? Alors qu'avant, il était très agressif. Il appelait sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Au secours, au secours. Là, vraiment, il souffrait terriblement. Mais ça, c'était avant qu'on mette en place le traitement. Pas simplement le patch, hein, c'est aussi les autres remèdes que j'ai donnés. Hein, c'est ça, oui. Et c'est important, cette idée d'absence de la douleur... et que lui reste, bon, il est certainement dans cette solitude et il a certainement des épisodes de prise de conscience aussi. Tout à fait, de pleine conscience. Ah oui. Puis il y a des moments où il est dans un autre monde, hein, où il parle du passé, de ses élèves, de la classe, beaucoup. Surtout beaucoup de son métier. Ah oui. Oui.
souviens de mes premières consultations, éloignées des lourdes pathologies hospitalières ou de ces horribles diagnostics qu'on apprend à la fac. Je me souviens des premières grossesses que je suivais et du bonheur d'être celui qui l'annonçait en premier à la patiente. Les tests de pharmacie n'existaient pas encore. Je reste, et je resterai encore, le témoin de votre vie, l'accompagnateur de cette vie qui est la vôtre, mais qui est aussi la mienne. Mon destin m'a amené jusqu'ici, je continuerai, je vous aime tous. Je crois que les gens qui m'ont accompagné pendant toutes ces années, à la fois j'ai pu avoir le sentiment de les aider, mais je suis aussi convaincu que ce sont des gens qui m'ont beaucoup aidé aussi. Parce qu'à travers leur vie, j'ai traversé plein de vies différentes, plein de situations, plein d'expériences, plein de joie, de peine aussi, c'est sûr aussi, mais aussi des rencontres. Je crois qu'en fait, c'est l'amour de l'autre qui prime. Toujours, toujours.